C'est un honneur pour moi de présenter ce livre aujourd'hui. C'est un honneur d'être dans le cadre de cette animation pour cet après-midi de dédicace. Nous nous connaissons depuis plus de 10 ans maintenant. Nous avons des fonctions au sein de l'institution judiciaire qui sont finalement aux deux extrêmes de la procédure pénale, puisque tu es juge des libertés et de la détention et je suis juge de l'application des peines. Alors, il y a des témoignages, il y a quelques témoignages sur l'application des peines. À ma connaissance, il y a peu d'ouvrages sur le quotidien du juge des libertés et de la détention. Pourquoi, ma première question serait pourquoi ce livre? Eh bien, comme tu l'as dit, c'est faire connaître une fonction très méconnue du grand public, une fonction centrale. C'est une fonction qui a maintenant 23 ans, hein, puisque c'est une loi de 2000, loi Guigou, qui donc a créé cette instance, le juge des libertés et de la détention. Pour résumer ce qu'il ignore, le juge des libertés et de la détention, son pouvoir essentiel, si je puis dire, c'est de décider le placement en détention ou pas d'une personne. Avant, c'était le juge d'instruction. Enfin, voilà. Et puis, toute une série de pouvoirs autres nous sont attribués en matière de protection des libertés individuelles. Donc, j'ai voulu faire connaître cette fonction centrale et paradoxalement méconnue. Je crois que c'est à partir de l'affaire Pierre Palmade qu'on a entendu dans les médias le nom de juge des libertés et de la détention. Ça faisait 23 ans, mais bien trouver, voilà, ça m'interpellait. Pourquoi cette fonction était étrangement méconnue alors qu'elle est centrale. Voilà. Donc moi, mon livre, c'est un témoignage. Donc c'est en prise avec la réalité. C'est mon travail quotidien. Mêlé de réflexion personnelle sur la justice. Donc c'est la réalité telle qu'elle est, qui peut être poignante, qui peut être crue, qui peut choquer, voilà, qui questionne en tout cas. Voilà l'optique de laquelle j'ai pu travailler. Donc c'est un livre qui s'adresse à tous, qui n'est pas très technique, qui est davantage, je pense, psychologique ou sociologique que véritablement technique. J'ai souhaité que la dimension émotionnelle de l'exercice de la justice soit mise en valeur. Ah, effectivement, d'où le titre en fait, tu parles d'une justice à visage humain. Alors pourquoi spécifiquement ce titre? Alors, l'idée c'est que je suis donc un être humain face à d'autres êtres humains, avec des parcours, avec un passé, avec souvent des traumatismes. Moi-même, j'ai mes propres réflexions personnelles. Donc c'est ce face-à-face qui m'intéressait, qui se passe dans un lieu relativement étroit, hein, qui est un grand bureau, hein, qui sert de salle d'audience. C'est ce face-à-face, cette interaction, ce face-à-face entre le justiciable et le magistrat qui le suit, que j'ai voulu dépeindre. Donc, comme c'est un témoignage sur les choses réelles, il y a forcément la dimension émotionnelle qui est mise en valeur. Je trouvais qu'on parlait peu de cette dimension dans les ouvrages de droit. Bon, voilà. Juger, en fait, c'est une expérience très complète, puisque c'est à la fois faire appel à l'intellect, à la raison, c'est aussi faire appel à la morale, hein, à l'éthique, et puis c'est la dimension aussi psychologique et émotionnelle. C'est sous cet ordre, c'est sous ces trois angles que j'ai voulu traiter le sujet. Alors tu évoques effectivement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, sur le bureau. C'est un bureau que je connais aussi puisque les juges, plus exactement les vice-présidents, peuvent exercer le week-end en tant que juge des libertés et de la détention. Donc souvent, dans le cadre de rotation, de permanence, nous intervenons dans le bureau que tu occupes toute la semaine. Et on peut voir dans certaines séries télévisées des bureaux de magistrats qui sont richement décorés, qui créent une petite intimité lorsque le magistrat est face
face aux prévenus. Est-ce que tu peux être, pour être très concret, plus descriptif du bureau et des difficultés que nous pouvons avoir quand nous sommes face à une personne qui nous est présentée? Je parle de l'informatique, je parle du côté très austère, en fait, de ce bureau. Oui. Pour le témoignage, c'est nécessairement aussi parler de questions matérielles, les difficultés numériques, les pannes, l'insuffisance du nombre de magistrats greffiers. Bon, il y a un aspect effectivement matériel, financier, que j'aborde aussi, puisque c'est un témoignage. Donc ça doit englober toutes les dimensions de la justice, ou l'exercice de la justice avec ses difficultés. Alors concrètement, c'est un grand bureau, mais il y a une faible distance entre le juge de liberté et le justiciable. Donc nécessairement, il y a une intimité, entre guillemets, en tout cas une sorte de dramaturgie qui naît de ce caractère très relativement intime du bureau et aussi évidemment de la gravité des affaires qui nous se soumettent. Effectivement. Et donc on reviendra sur la conscience que le magistrat doit avoir lorsqu'il est face à des affaires particulièrement difficiles. Mais le côté humain, puisque ton sous-titre, ton titre, c'est « Une justice à visage humain », l'humain peut parfois être en décalage avec les conditions dans lesquelles nous pouvons exercer, c'est-à-dire qu'une escorte arrive, la personne est entravée, puis on la désentrave quand elle est face à toi. Il faut que tu t'assures que tous les outils numériques fonctionnent correctement, et tu dois faire ce travail de rentrer dans la vie d'un individu qui a tenté, a commis des actes qui peuvent être effroyables. Tu en décris certains dans cet ouvrage. Donc, comment tu vis cet exercice de tout contrôler et très vite de rentrer dans l'histoire d'un individu pour prendre une décision. Tu le mets, je schématise un peu, mais tu le mets en détention provisoire. Ce sont des actes criminels. Il peut rester très longtemps en détention ou un contrôle judiciaire. Comment est-ce que tu arrives très bien à faire cet exercice sur plusieurs cas dans ta journée? L'écueil, c'est de se robotiser. Justement, c'est le fait suffisamment humain, parce que les cadences qu'on nous impose de type productiviste, évidemment, ont tendance à déshumaniser la justice, à réifier la décision de justice. Donc, il faut que je conserve mon humanité, que je ne me robotise pas, c'est-à-dire que je mette à distance des mécanismes de routine, des conditionnements, des présupposés, je pense que c'est la base pour moi intellectuellement, la façon d'appréhender le dossier. Avant que la personne arrive, ce que je peux dire, c'est que j'ai lu le dossier écrit. Le dossier papier et numérique. Donc, je suis quand même imprégné déjà de l'affaire parce que je rentre dans le bureau. C'est toujours un moment solennel. J'ai conscience de sa gravité. Voilà. Il y a ce moment où on croise évidemment pour la première fois le regard de la personne qui rentre dans la pièce, qui est lui-même souvent fatigué, épuisé par la garde à vue, ou au contraire peut-être blasé. Alors je décris tous les types de réactions, c'est pour ça aussi que c'est humain, parce que l'humain il est imprévisible. Il y a pas mal de personnes qui sont finalement, qui disent peu de choses, qui sont abattues ou résignées, et puis il y en a d'autres qui sont très courtoises et au contraire très agressives. Donc je décris aussi, je fais des portraits de personnes avec des attitudes très différentes. Oui, parce qu'effectivement, ça c'est un point que tu soulignes dans ton ouvrage. Les personnes qui arrivent devant le juge des libertés et de la détention sont des personnes qui, déjà, physiquement, sont quand même éprouvées par un temps de garde à vue. Et toi, donc, ton rôle est de leur poser des questions, mais alors pas sur les faits. Ça, tu peux peut-être... Comment est-ce que tu abordes les faits? Nécessairement, on doit... c'est l'ambiguïté du rôle du juge des libertés de la détention. Bon, nécessairement, on doit un petit peu évoquer les faits quand même. Donc,
voilà, je ne suis pas centré seulement sur l'individu, ses garanties de représentation, ou bon, des questions techniques, de droit. Bon, je suis obligé quand même d'appréhender les faits et leur gravité, parce que comme n'importe quel citoyen, on a une réaction d'abord émotionnelle face à un dossier. Voilà, on n'est pas que des techniciens du droit, voilà, des petits robots, des ouvriers du droit à la chaîne. Voilà, on a nos émotions, on a notre façon de réagir, et évidemment, la première des réactions, c'est celle d'analyser, de percevoir la gravité des faits, ou au contraire de la relativiser d'ailleurs. Donc forcément, la première réaction, comme n'importe quel citoyen, elle est d'ordre émotionnel. Ensuite vient l'analyse, la raison, les critères de l'application évidemment du droit, l'article 144 du Code de procédure pénale, notamment là, en ce qui concerne les critères de placement en détention provisoire. Alors, pour décrire le côté très trivial, en fait, matériel, qu'on a évoqué, et l'idéal de justice, moi, je trouve un paragraphe dans ton ouvrage extrêmement parlant. Je vais me permettre de le citer. Le ministère de la Justice, auquel j'appartiens en tant que fonctionnaire, est le seul ministère qui a pour nom une vertu, un idéal. Je dois ainsi me confronter, dans les vicissitudes de chaque jour, à une forme d'absolu. Je le vis comme une mission qui m'élève. Je sais que juger autrui, c'est se juger, pour reprendre la formule de Shakespeare. Je suis donc toujours face à ma conscience. Est-ce que tu peux, je sais que c'est peut-être délicat, mais exposer comment dans ce quotidien que où tu vois les dossiers se succéder, les cas les uns après les autres se succéder, face à ta conscience, alors, comment tu réagis? On doit travailler en conscience. Hein, bon. Donc se départir, encore une fois, des conditionnements, des routines, de l'automatisation. Il y a forcément une dimension éthique, morale, voilà, dans notre travail de magistrat. Alors il y a des cas de conscience, d'une certaine façon, c'est-à-dire que plusieurs fois dans le mois, on est face à des difficultés à trancher. Ça fait partie de l'expérience du juge, d'hésiter. Parfois la solution s'impose, voilà. Bon. Et parfois, le juge est face à une véritable difficulté à trancher. Il a une forme de cas de conscience. Et c'est là, ça part un exercice assez solitaire et relativement difficile et pénible moralement. Voilà, on peut hésiter en matière de fait, on peut hésiter sur la culpabilité de l'individu. C'est-à-dire estimer que l'enquête n'est peut-être pas si bien faite que ça. Voilà, on peut avoir ce type de problème. On peut aussi considérer que l'infraction n'est peut-être pas si grave que ça, relativiser son importance, ou au contraire, estimer que c'est une atteinte considérable à la personne. Donc on a des cas de conscience. La façon de les résoudre, ces cas de conscience, je dirais que d'abord il faut se souvenir du principe fondamental, la liberté c'est le principe, ouais. La détention c'est l'exception. Donc lorsque j'hésite énormément, je fais prévaloir la liberté. Ça c'est voilà, parce que véritablement j'hésite, si je n'arrive pas à trancher, je suis dans un cas de conscience. Le deuxième aspect de ces cas de conscience, je peux essayer de trouver une solution, une troisième solution, une solution de compromis. Par exemple, décider d'un bracelet électronique, si j'hésite entre la détention et le contrôle judiciaire, essayer de trouver une troisième voie. Faire une enquête, je ne sais pas, quelque chose qui va m'éclairer et me permettre de résoudre ce cas de conscience. Alors le pire, je dirais, c'est quand la loi, dans sa rigueur extrême, aboutit à une situation que l'on considère inhumaine. Alors là, j'avoue que c'est très rare. Ça m'est arrivé, je me souviens d'un cas. C'est quelque chose de très difficile parce qu'il faut en quelque sorte déployer une ruse. Il faut essayer que le juge devienne rusé. Enfin, c'est en tout cas ma conception, hein, pour éviter une situation totalement inhumaine. Parce que l'application de la loi peut conduire à des situations inhumaines. Donc ça, c'est le cas de conscience extrême. Et je me souviens que je m'en suis sortie, en fait,
en faisant appel à une norme supérieure qui était donc un article de la Convention européenne des droits de l'homme. D'accord, d'accord. Voilà, c'est une forme de ruse intellectuelle, bon. Et aussi parfois la façon d'interpréter le droit. Alors, est-ce qu'on peut dire également que pour certains actes, le juge des libertés et de la détention, qui est en présence du procureur de la République, en tout cas d'un de ses représentants, est-ce que ça aide le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République représentant donc la société, les intérêts de la société, et prenant des réquisitions? Comment est-ce que tu perçois cette présence du parquet à tes côtés? Alors moi je revendique vraiment l'indépendance du magistrat du siège que je suis en tant que juge des libertés de la détention. Donc je ne suis pas un juge béni ou oui, je ne suis pas un juge alibi, je ne suis pas... Voilà. Donc je suis indépendante, j'ai lu déjà par écrit les réquisitions du ministère public, j'aime les avoir assez tôt dans la journée pour pouvoir me positionner intellectuellement par rapport à ces réquisitions écrites. Voilà, donc je suis dans un esprit d'indépendance. Le ministère public prend ses réquisitions donc aussi oralement, entend l'avocat, la personne, le justiciable en dernier. Voilà, mais pour moi l'essentiel, c'est l'impartialité, c'est l'indépendance du liberté de la détention. Voilà. C'est le rôle, c'est la loi qui, justement... C'est à défendre au quotidien. Oui, c'est à défendre au quotidien. La décision, elle peut être pas très bien perçue. Voilà, je sais qu'on peut faire appel, et de toute façon, il y a le recours possible, l'appel à la chambre de l'instruction. Voilà, en cas de déposition entre ma vision et celle du ministère public, ma vision et celle de l'avocat. Voilà, c'est tout à fait normal, c'est l'osé des institutions, je n'en prends pas ombrage. Alors, il y a énormément de violences intrafamiliales. Bon, la justice est confrontée, tout type d'ailleurs d'acteurs au sein du monde judiciaire est aujourd'hui confrontée aux violences intrafamiliales. Est-ce que toi, tu en vois beaucoup arriver à ton cabinet? Qu'en penser? Comment tu peux gérer ces cas où il y a toujours crainte d'un acte grave? Alors, je suis dans un département, de la Val-d'Oise, où la délinquance a fortement augmenté, notamment les violences intrafamiliales. Là, on est sur des taux d'augmentation de 30% par an. En Val-d'Oise. Donc c'est le contentieux le plus massif, celui des violences intrafamiliales. Alors on parle beaucoup, bien sûr, des violences conjugales. J'occupe une part importante de notre temps. J'ai à peu près 3-4 dossiers de violences conjugales par jour. On parle moins des violences sur les enfants. Ouais. Je sais que les chiffres qui sont extrêmement dramatiques. Donc les violences intrafamiliales, au sens large, oui, c'est une préoccupation majeure de notre justice actuelle. Voilà, donc c'est enfin 3-4 dossiers par jour. Alors, il y a ce qui me frappe en Val-d'Oise, en tout cas, c'est le développement de l'ultra-violence. C'est-à-dire qu'on a des violences assez banales, etc. Et puis on a des violences beaucoup plus extrêmes, beaucoup plus sadiques, dégradantes. Les enfants, voilà. Alors, oui, c'est vrai. Parce que vous savez, les violences intrafamiliales, mais aussi en matière d'agression sexuelle ou de cambriolage même, qui sont parfois très 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 violents en Val-d'Oise. Voilà, donc il y a effectivement cette dimension dans mon livre de l'ultra-violence. Est-ce que le juge des libertés et de la détention, je crois qu'il y a liberté dans son titre, est-ce que tu vois au fil des années une sorte de plus grande sévérité, plus de détention provisoire? Et est-ce que face à cette violence, je ne vais pas dire qu'il y a une routine qui s'opère à tous les stades de l'examen du dossier, mais on aurait tendance à avoir un comportement un peu automatique? Au début, il faut aussi dépasser, mettre à distance ces formes d'automatisme et routine qui nous menacent. C'est sûr, vu le flux
les dossiers, vu le chiffre qui augmente de nos dossiers à traiter. La sévérité, moi je me positionne pas en tant que juge laxiste ou au contraire juge répressif. Il faut que ce soit juste. Bon. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Et lorsque je vois des phénomènes de violence extrême, des gens devant moi qui ont été très violents, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, finalement, un petit peu remonter dans leur histoire, savoir pourquoi ils en sont arrivés là. Une analyse, un regard sociologique ou psychologique sur la violence. Je n'ai pas voulu faire un catalogue de toutes les horreurs que j'ai pu voir. J'ai aussi pointé des situations où les choses s'améliorent. Je n'ai pas non plus voulu, comment dire, je peux peut-être voir des livres, bon, voilà. Non, effectivement. Avec des affaires et des détails épouvantables. Voilà, j'ai essayé d'être pudique. Oui. Dans ma façon de parler des affaires. Mais il fallait aussi que je parle de la douleur, de la situation des victimes. Tout à fait. Parce que je parle du juge, je parle du délinquant, avec son histoire. Et son attitude, donc, qui peut varier énormément, sa réflexion en moi qui peut complètement varier aussi, mais aussi je tenais à parler des victimes. Comment tu vois l'avenir, ton avenir en tant que juge des libertés ou de la détention? Est-ce qu'il y a d'autres fonctions qui t'intéressent? Tu as évoqué les enfants, je crois. Oui, je vais exercer effectivement la fonction des enfants. Je sais qu'il me reste peu d'années d'exercice professionnel. Il y a quand même une pénibilité psychique de la fonction de juge des libertés et de la détention, ce qui fait que je ne pourrais pas l'exercer 10 ans, par exemple. Ça, c'est impossible. Donc, il va falloir forcément que je trouve une autre fonction dans laquelle je ne pas vivre. Donc, je pense effectivement à la fonction juge des enfants. L'avenir de la justice, eh bien, j'ai formé 2 souhaits. D'abord, un doublement du nombre des magistrats, voilà. On peut s'en au niveau de l'Allemagne, hein, ou d'autres pays européens, parce que actuellement, on est le parapluie, la France, en matière de budget alloué à la justice. Hein. Puis plus généralement, j'ai une crainte, c'est celle de la déshumanisation de la justice, notamment par le développement des algorithmes. Bon, j'espère que le juge de liberté, le juge de cour d'ailleurs, ne sera pas totalement remplacé par l'intelligence artificielle.